manifestement de cette fidélité sans cesse renouvelée. Merci pour ceux qui nous suivent également via le tube cathodique depuis leur domicile. Nous ne pouvons pas continuer dans cette émission sans souhaiter à tous et à toutes, n'est-ce pas, comme cela se dit trivialement, une bonne fête, tout en vous rappelant que la fête, chers téléspectateurs, se passe mieux dans la sobriété. Nous le savons tous, il semblerait que l'année c'est 12 mois, 365 jours, mais mécaniquement ça a été prouvé, et mathématiquement même d'ailleurs, que janvier a 45 jours. Donc il faut faire très attention avec les dépenses pour ne pas se retrouver totalement coincé et dépassé. Merci de nous honorer de votre fidélité. C'est l'heure de notre arrêt par rapport, j'allais même dire notre arrêt majeur par rapport à l'émission Panafritu qui commence sans tambour ni trompette. Et nous vous remercions une fois de plus d'être avec nous. Grâce à vous, n'est-ce pas, nous sommes installés ici. Merci de relayer pour ceux qui nous suivent sur Facebook surtout. Merci également au président du PLED. Le président du PLED, il s'appelle Mahamat Djibril, Mahamatay Djibril. Et merci également à son secrétaire général, Mamadou Bouka Mamadou. Merci à vous. Merci également à Dorsouma qui a effectué le déplacement, Dr Dorsouma, qui est même d'ailleurs ministre, si je ne me trompe. Vas-y, il faut parler. C'est un grand ingénieur dans les grands aménagements. Grand ingénieur dans les grands aménagements. Voilà, tu as oublié, Ibrahim, de saluer les téléspectateurs. Hein? Je salue Santé de Fer. Voilà. Les Béninois. Santé de Fer. Fogandia. Santé de Fer. Oui, parce que quand il y a la santé, il y a tout. Et voilà. Voilà, vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, je ne suis pas seul sur ce plateau. Et c'est un réel plaisir. Je peux également vous annoncer que nous allons clôturer l'année via cette émission. Et l'année prochaine, nous serions ici samedi, dans le cadre de l'émission Polemos, avec bien entendu, via la miséricorde du Tout-Puissant, Amat à la réalisation et Younous, n'est-ce pas, pour l'assister. Là, ça sera le décryptage, n'est-ce pas, du message du chef de l'État, dont nous vous invitons à suivre cela avec beaucoup d'attention. Ce soir, suivez le discours du chef d'État, il a vous dit, et ce sont des éléments qui peuvent vous permettre, le moment venu, notamment en avril, de mettre votre bulletin dans l'urne avec beaucoup plus d'efficience. Il faut suivre le discours du président. Nous vous le suggérons, hein, et nous espérons que peut-être avec la magie du confinement, nous serons obligés. Et à propos du confinement, c'est à 20h, il ne faut pas l'oublier. Ça commence à 20h. Par rapport à la nativité, le chef d'État, exceptionnellement, l'a prolongé jusqu'à 1h du matin. Cette fois-ci, avec le pic de Covid-19, ça a pris un peu, c'est un peu remonté en hausse. Donc, dès 20h, nous serions tous chez nous. Et ça serait également l'occasion idoine de mieux écouter religieusement le discours présidentiel que Tchad 24 vous promet de décrypter majestueusement avec un grand M le samedi qui va suivre. Nous vous remercions et nous rentrons de suite dans le débat. Nous allons parler ce soir, chers téléspectateurs, n'est-ce pas, de ce sempiternel problème, ce sempiternel souci entre la France et l'Afrique par rapport, n'est-ce pas, à ce sacro-saint franc CFA. Ça commence à durer, hein, pratiquement 75 ans. 26 décembre 1945, 26 décembre 2020, 75 ans. Voilà un vieux qui refuse de mourir. Le franc CFA qui lie plusieurs pays africains. Alors, c'est fin des accords coloniaux. Les Africains qui exigent ce non-renouvellement, certains présidents ont déjà pris les devants. On sait que, ça ne se cache pas, le président Paul Biya, du côté du Cameroun, a dit « Niet, ne renouvelle pas ». Et nous sommes certains et sûrs que le maréchal Idriss Déby Itno, c'est également son tremplin. Il me l'a dit d'ailleurs en 2015, je ne peux pas oublier, fête nationale du Tchad, c'était délocalisé à Béché, une interview retentissante.
je représentais une chaîne panafricaine, c'est un peu le cas aujourd'hui. Et il a été clair dans son discours, lui et le franc CFA, vraiment, ils ne se connaissent pas. Ce sont des mécanismes très complexes et il aimerait que cela puisse le plus rapidement s'arrêter. Je vous le dis à ma façon, hein, mais ses propos allaient carrément dans ce sens-là. Nous allons également très respectueusement, après Aigonga, le professeur Ibrahim Aigonga Baibanda Moltolba, mathématicien, économiste et également anthropologue. C'est un écrivain, hein, il a écrit plusieurs livres dont rapidement il va présenter ceci. L'hypothèse d'endogénéité de la vitesse de la monnaie. Hypothèse d'endogénéité de la vitesse de la monnaie. Voilà. Heureusement que nous allons parler du franc CFA aujourd'hui avec l'aide de la réalisation. Il y a également le dernier livre, n'est-ce pas, de Kadhafi. Il semblerait qu'en Afrique, c'est quand on meurt que l'on respecte les uns et les autres. Kadhafi est parti, tué, humilié, égorgé à Mondovision par le chef de troupe Nicolas Sarkozy Nagui de Borsa. Demandez-moi pourquoi. C'est devenu la Libye, Allahu Alam. Alors, le livre, c'est le livre vert. Le livre vert. Exactement. Et dans ce livre vert, il a donné les fondements même de l'économie anthropologique. L'économie anthropologique. C'est ça. Bon, je vais demander au grand professeur Ibrahim d'arrêter là. Je vais également accueillir un jeune enseignant-chercheur, Ibrahim Moussa Youssouf, directeur général du cabinet Senghor Consulting, enseignant-chercheur, je l'ai dit tantôt, à l'université de N'Djamena. Il a plusieurs casquettes, c'est un écrivain. Je vous l'annonce, même avant de présenter Ibrahim. Il est en train de mettre en phase un livre, hein, c'est un secret de polichinelle que je me permets comme ça de... Ibrahim Moussa Youssouf, bonjour. Bonjour. Bon après-midi. Mon frère Salam alaikum. Bonne fête. J'ai dit aussi un bonjour à la chaîne Tchad 24 et à tous les téléspectateurs qui nous suivent par le monde. Et aussi un grand bonjour à tous ceux qui sont panafricains et qui veulent lutter en quelque sorte pour le devenir, pour surtout le devenir de l'Afrique. Parce que l'Afrique a trop souffert pendant longtemps, depuis avant l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc maintenant, comment il faut s'y prendre tout ça? Le destin de l'Afrique, c'est entre nos mains. Il faut que les Africains, il faut que la jeunesse africaine doivent prendre le destin en main. Tout à fait. Donc c'est là où moi je parle toujours que la monnaie, quand on parle maintenant des francs CFA, c'est l'obstacle majeur. Mais entre nous, Africains, on doit aussi, à part même l'Union africaine, on doit faire maintenant en quelque sorte des conventions entre pays africains en termes d'échange d'expérience dans différents domaines. Par exemple, qu'est-ce que les Camerounais, ils ont, par exemple, l'expertise dans quel domaine? Nous, les Tchadiens, on a quelle expertise qu'on peut donner aux Camerounais? Les Nigériens, je pense, dans cette optique, si on arrive à échanger d'expérience, on peut aller aussi loin. L'expertise tchadienne, Ibrahim Moussa Youssouf, pour aller dans ton sens, se met déjà en exergue avec le maréchal Idriss Déby Itno, qui de temps en temps, en fait, l'une des expertises, notamment l'armée, qui porte souvent le combat sur plusieurs terrains, au-delà des frontières du Tchad, pour ainsi bloquer la route à cette pandémie, en fait, d'autres systèmes mafieux mis en place, notamment Boko Haram. Il faut saluer en quelque sorte la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et saluer aussi l'armée tchadienne. Parce que l'armée tchadienne, ils ont beaucoup fait par rapport à la lutte contre Boko Haram. Beaucoup de sang versé, beaucoup de sang versé. Et même nous, récemment, on a aussi fait une étude de profilage des désengagés de Boko Haram. Une étude de profilage de 2554 désengagés Boko Haram avec une équipe intergouvernementale. Est-ce que c'est suivi par l'État pour qu'il ne puisse plus avoir la tentation d'aller de l'autre côté? Oui, il est question. Maintenant, nous, on a fait l'étude de profilage. C'est ce qu'on appelle les désengagés de Boko Haram. Ceux qui sont partis au Boko Haram, ils sont revenus. Ce qu'on parle maintenant des désengagés, il y a certains qui parlent maintenant des repentis. Il y a différentes appellations qui sont là. Maintenant, ces gens, maintenant, il est question d'insertion. On a déjà laissé, il est question maintenant d'insérer ces gens-là. Parce qu'il y a beaucoup on les a manipulés. Il y a beaucoup, ils ne savent même pas l'existence de l'État. Tu peux trouver une personne, et il se dit, il est Cameroun. Cameroun, c'est quoi? Tchad, il ne connaît même pas ce qu'on appelle Cameroun. Il ne sait même pas, il se retrouve où? Est-ce qu'il est tchadien, il est camerounais, il est nigérien, ou il est nigérian? Il ne se retrouve pas. On a trouvé des gens comme ça. Hein. On a échangé avec les repentis. On a trouvé des gens comme ça. On a échangé avec eux. Il dit c'est la première fois qu'ils voient l'existence de l'État. Et là, est-ce qu'ils sont formés
dans quelque chose qui, en fait, pour avoir peut-être chaque fin du mois Massarif, Chocolchier. Vous savez, Boko Haram, ils ont des méthodes pour pouvoir drainer ces gens-là. Ils viennent par exemple dans un village où les gens sont les populations misérables ou vulnérables. Ils vont essayer maintenant de soudoyer cette population. Ils ont plusieurs techniques. L'une des techniques, c'est qu'on peut prendre la population vulnérable et puis maintenant leur donner un peu de crédit sous forme de microfinance. Et après, maintenant, fin de mois, on dit si tu ne rembourses pas là, tu viens nous rejoindre. Tu viens nous rejoindre. Donc il y a certains qui sont pas comme. Il y a d'autres, ils viennent maintenant avec, au niveau des villages, ils trouvent les gens qui sont regroupés, ils décapitent 4, 5, 6 personnes et ils disent maintenant il faut rejoindre le truc, sinon on va tirer tout le monde. Donc maintenant les jeunes sont obligés maintenant de les suivre. Donc il y a beaucoup de techniques, voilà, il y a beaucoup de techniques qui sont appliquées par Boko Haram. Et ces techniques-là, Dieu merci, le Tchad est en train de prendre les choses en main et il a pris les choses en main déjà. Parce que les faits déjà, à part même l'option militaire qui est là, on a passé aussi sur l'option d'études. C'est la première du genre au niveau même de la sous-région. Même si on prend Niger ou on prend Nigeria, ils n'ont jamais profilé plus de 1000. Ici c'est 2554. Empreinte digitale avec photo. Donc ces gens, ils sont fichés. Donc c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. Tout à fait. Donc qu'on peut se jouir de ça. Et puis on ne fait que dire maintenant que l'État doit être toujours vigilant parce que l'armée tchadienne, ils ont bouffé. Exactement. Et l'armée, moi je pense que l'armée, il faut travailler avec l'armée pour connaître la vraie armée. Moi j'ai travaillé un peu avec l'armée tchadienne. C'est tout aussi, je vous assure, l'armée qui a été, il dépasse un banquier. Du point même de vie intellectuelle. Un banquier, on suppose c'est quelqu'un qui est intellectuel, n'est-ce pas? Expert en finance. Voilà, expert en finance, tout ça. Mais maintenant, moi j'ai travaillé avec certaines armées, même les fautes de virgule, avec l'accent, ils ne laissent pas. Donc je vous assure, il faut vraiment tirer. Il ne faut pas voir l'armée comme ça. Mais de façon, si vous vous rapprochez de l'armée, vous allez savoir que l'armée a la discipline. Et l'armée, vraiment, il faut respecter l'armée. La discipline militaire. Il y a toujours eu ce qu'on appelle le génie militaire. Voilà. L'armée tchadienne a été constituée des hauts cadres, des grands intellectuels. On a parlé de génie militaire, des gens qui font des ponts, des chaussées. C'était ça. Donc il ne faut pas être surpris que l'armée soit à ce niveau-là. Merci Ibrahim Moussa Youssouf. Nous allons, n'est-ce pas, donner cette fois-ci la parole à notre invité numéro 3 avant le bonjour de Luc Michel. Il s'appelle Ahmad Haroun Lari, c'est notre consultant permanent, toujours en direct sur Facebook. Il se permet ainsi de donner la voix, de donner du ton. Et il ne m'a même pas encore dit en apartheid comment est-ce qu'il fera par rapport à avril 2011 qui arrive, le camp qu'il va supporter. J'ai beaucoup plus apprécié ce qu'il a mis en exergue par rapport au député à l'honorable Saleh Ebzabo pour mettre les points sur des i, parce que souvent ça va dans tous les sens. Alors Larry, bon après-midi. Merci, bon après-midi à vous. C'est une fierté aussi d'être avec des éminents chercheurs. Oui. Donc c'est une fierté et en plus je souhaite bonne année à notre maréchal et à notre armée nationale. Vous savez que... Tu auras le temps de suivre son discours ce soir? Bon, je peux suivre parce que j'ai l'obligation de suivre. Exactement. Aujourd'hui, c'est 31 décembre 2020, 60 ans de la naissance de notre armée et c'est aujourd'hui la fête de l'armée nationale. Donc malgré le Covid, on le souhaite bonne année. Ibrahim Moussa Youssouf allait aussi dans ce sens-là, en parlant de la professionnalisation de l'armée. Vous savez, beaucoup de gens se trompent ici. Les meilleurs des meilleurs au Tchad se retrouvent dans l'armée. Et l'armée ne bavarde pas. Aujourd'hui, le chef d'état-major particulier, vous le connaissez, c'est un docteur en économie, sans parler de d'autres spécialistes de tous les autres domaines. L'armée, c'est la grande miette. La grande miette, et ils n'ont pas à bavarder comme nous les autres. Tous les grands stratèges, tous les grands économistes se retrouvent dans l'armée. Je vous assure, comme il a bien dit, moi j'ai eu à travailler et je travaille avec l'armée. J'ai écrit 2 livres, le 3e vient de sortir dans bientôt. Et dans l'armée, j'ai contacté beaucoup de nos généraux qui ont beaucoup travaillé dans l'armée. Ils n'ont pas à sortir pour parler de ce qu'ils ont fait. Vous connaissez les plus grands diplomates que le Tchad n'a jamais connu, le général Gaoura Lassou. Donc, il a mené l'État lorsqu'on a besoin de lui et il a fait un travail exceptionnel, la lutte contre la guerre contre la Libye. Donc, il ne faut pas oublier ces grands hommes, ils sont là, ils sont prêts à donner. Mais aussi, le premier président tchadien militaire, le général Néolo Dingar, que les gens ont oublié, sans parler d'autres généraux
l'effet général de Gaulle, le vice-président et le vice-président Maldou Bada. C'est des grands intellectuels que les gens ne savent pas. Mais nous, moi je souhaite que l'année 2021 soit l'année où on va immortaliser nos chefs de guerre, nos militaires de carrière qui ont fait aujourd'hui personne n'a oublié. Regardez les généraux retraités. Pour faire court et rentrer rapidement dans le sujet, ça sera une année probablement sans coronavirus, nous l'espérons. On espère, mais moi ce que je souhaite, il faut que l'armée reprenne ses nobles de réflexe. Il faut que la garnison militaire recommence à faire. Maintenant même ils sont les meilleurs des médecins. Il faut qu'ils reviennent. La génie militaire, il faut qu'on le dote de moyens pour qu'on remplace. Parce qu'on a vu avec les civils, pendant des années, on ne fait que détourner, voler, mauvaises choses. Donc... Même si je dois reconnaître que c'est bien, n'est-ce pas, de parler de l'armée avec tous ces qualificatifs au superlatif absolu, chers téléspectateurs. Reconnaître, loin s'en faut, qu'il y a des éléments, j'allais dire des brebis galeuses qui souvent... mais bon, on va réguler tout cela et on espère que l'armée du Tchad qui positionne positivement ce pays comme ce beau bâtiment, n'est-ce pas, de l'ONAMA qui fait la fierté, je ne pourrai jamais l'oublier, le discours du président. Le Tchad est un grand pays et le président demande à tous les Tchadiens d'être vraiment... Il faut voir. Il faut viser loin, c'est très important. Merci une fois de plus de nous honorer de votre présence. Fonçons de suite en Belgique où Luc Michel salue les téléspectateurs de Tchad 24 sans bien entendu oublier, il aime toujours le rappeler, saluer le maréchal du Tchad. Je voudrais tout d'abord saluer l'équipe de Tchad 24 et en particulier ceux qui participent et réalisent cette émission Panafritude, en particulier mon ami Moubarak que j'ai grand plaisir à retrouver sur ce média. Je salue également tous les téléspectateurs et les Tchadiens et enfin j'apporte mon respectueux salut au président du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, qui est un grand panafricaniste, le leader de la lutte antiterroriste au Sahel et qui est dans toute cette affaire l'élément stabilisateur de la région. Idriss Déby Itno m'a souvent publiquement marqué des marques d'amitié, c'est pour moi un honneur qui appelle encore plus de devoirs. La cause du néo-panafricanisme, elle est essentielle, c'est elle qui est en cause aujourd'hui dans les grands dossiers géopolitiques du moment. Merci à Luc Michel depuis Liège en Belgique. Il va revenir pour vous apporter quelques éléments de base, quelques éléments essentiels, indispensables sur ce franc CFA par rapport à l'écho. Vous savez que le franc CFA, faut-il encore, chers téléspectateurs, rentrer dans les détails, une grosse différence entre le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et le franc CFA de l'Afrique centrale. Et cette différence-là se met encore beaucoup plus en exergue avec la visite, entre guillemets, du président Macron. Le président Macron, dont son pays, la France, est membre, j'espère que vous m'écoutez très bien, est membre de la CEMAC. Je ne sais pas si la France est en Afrique. Est membre, n'est-ce pas, des pays, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest qui gèrent le franc CFA. Bon, bref, je préfère encore retenir mon souffle et poser directement la question au professeur Ibrahim Aigonga Boybanda Moltolga, mathématicien, économiste, anthropologue. Simplement, c'est quoi le franc CFA? Le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Il faut dire qu'il y a plusieurs noms. C'est ça le point de départ. Exactement. Franc des colonies françaises d'Afrique à partir de 1945. Avant, on utilisait le franc de la métropole, le franc français. Mais après la guerre, la France s'est rendue compte que le pays est complètement dépiécé. La France est complètement dépécée, oui. Donc, il n'y avait pas de production. Et comme la production venait de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, il fallait différencier le franc des colonies françaises avec une dévaluation du franc français où un franc des colonies françaises valait 2 francs français. Dans l'intérêt de la France. Dans l'intérêt de la France. Maintenant,
à l'indépendance, ce nom a changé. Pour l'Afrique centrale et pour l'Afrique de l'Ouest, on dit franc de la coopération financière africaine ou franc de la communauté financière africaine, franc CFA. Mais rien n'a changé dans tout ça. En fait, c'est un peu ce qu'on peut appeler la peinture, mais c'est la même maison. Voilà. Et dans avant 1971, avec Ouedem Kodjo et Giscard d'Estaing, on signe des accords qui a modifié cette fois-ci le dépôt de 65% des recettes d'exportation. Giscard d'Estaing qui agissait en tant que ministre des Finances de la France et Edem Kodjo en tant que ministre des Finances du Togo. Mais président du Conseil des ministres des Finances de l'UMOA. Exactement. Donc c'est eux qui ont modifié et avant c'était 100%. Tout ce qui est exporté, la France confisque. Mais pour le mettre dans des comptes. Dans le trésor français. Non, le compte des opérations. Dont les Africains ne savent ni d'Adam ni d'Ève par rapport à tout ce qui est à l'intérieur comme masse financière. Absolument. Et donc après il y a eu modification. L'Afrique de l'Ouest, il faut reconnaître qu'ils sont toujours en avance par rapport à nous. Hein. C'est eux qui ont réagi et ils ont négocié et nous avons pu accéder avec eux en Afrique, la BAC, à ces 65% des recettes d'exportation. Les 35 étaient contrôlés par la BAC, mais ils ne contrôlaient en fait rien du tout. C'est-à-dire que c'est sur le papier. D'autant plus que la France a 2 émissaires qui siègent en Afrique de l'Ouest et 2 émissaires en Afrique centrale. Et vous savez, à l'université... Qui ont un droit de veto. Ils ont un droit de veto. Moi, la première fois, j'ai révélé ces accords, c'est pendant mes recherches pour le mémoire de maîtrise en économie. J'étais allé dans le bulletin... Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 85. 85. Donc, les bulletins d'information de la BCAO, j'y ai accédé. Et quand j'ai commencé à... Professeur, en ce temps, le professeur n'avait pas encore lu le livre de Chunjian Pueming? Je n'avais pas encore lu. Ok. Ouais, mais c'est après que c'est quand je vais remonter que je vais lire Chongang Pueming qui a été assassiné. Exactement. Toujours par rapport au franc CFA. Donc, j'ai pu découvrir cette information. J'ai discuté de ça avec mon professeur d'économie, Monique Lanson-Meyer, qui est une femme française. J'ai rapporté ces informations dans mon mémoire. Mais il fallait voir quel scandale le jour de ma soutenance. Si la dame là n'était pas là, simplement on me faisait... passer de côté. Et Madame Lanson-Meyer a dit, taisez-vous. Vous êtes là à répéter des choses. Mon étudiant allait vous apporter des informations. Et c'est ça la vérité. Et c'était dû au fait que, pratiquement, l'Africain, en général, n'est pas au courant de l'information. J'allais même dire de la bonne information. C'est ça. Exactement. On étudiait Adam Smith, Ricardo, Karl Marx, des choses inutiles. Hein, de l'histoire de la pensée. J'adore appeler ça, professeur, des théories abracadabrantesques pour nous dormir. Et la réalité sur nos économies, personne ne l'autre. J'ai été le premier à sortir l'information. Et c'est comme ça que les gens ont su que le trésor français retenait 65% des avoirs des réserves dans l'autre là. Et quand le pays a des problèmes, ils n'interviennent pas. Regardez pourquoi Mathieu Kérékou a été forcé à la réconciliation, au dialogue national, la conférence nationale. Arrivé à un certain moment, il n'y avait plus d'argent. Je faisais mes recherches. J'ai fini et avec mon ami qui est maintenant doyen de la faculté de FASEG à Cotonou, là à ma gloire. On dormait ensemble. Quand j'ai fini, on se retrouvait pour réfléchir. Lui, il travaillait au ministère des Finances. Moi, j'étais en chômage. J'ai fini, mais je ne pouvais pas travailler au Bénin. Donc, je venais le voir à l'autre là. Et le ministre disait qu'il allait faire payer les 5 années d'arriéré des impôts aux opérateurs économiques. J'ai dit à ma gloire, si ton ministre exécute cette décision, va rester à la frontière du Bénin et Togo. Tu vas voir que les Béninois vont ramasser tout l'argent du Togo, du Bénin aller au Togo. C'est passé exactement. Et le trésor, la Banque de France est venue installer à Néo, qui est à la frontière du Bénin Togo, la banque pour recevoir les fonds du Bénin pour accueillir ces fonds-là. Et à la fin, Mathieu Kérékou n'avait plus rien, il n'y avait pas d'argent.
il n'y avait pas d'argent au Bénin. Les professeurs d'université étaient devenus les djemidjans, les clandomans. Ça, j'ai vu ça au Bénin. Je voulais préciser à nos chers téléspectateurs que pour aller dans le sens du professeur, pour faire tomber le gouvernement panafricaniste de Laurent Koudou-Barbeau, la France a appuyé sur le bouton rouge. C'est ça. Et les banques, pratiquement, étaient à sec. C'est ça. Les banques ne tournaient plus. Et quand les banques ne tournent pas, la population qui a faim est obligée d'exploser. Pour la première fois, les étudiants ont insulté Houphouët-Boigny. Si vous vous souvenez de la chanson de Alpha Blondy, Wari Bana, Geleya Bebekan. Hein? Quand l'autre a chanté cette chanson, les étudiants sont fâchés, les policiers sont fâchés. Waribana, il n'y a pas d'argent. C'est calculé. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on tient nos gouvernements. Pourtant, ces pays qui utilisent la langue française ont énormément de richesses déposées au trésor. Ils ont des devises. D'abord, quand vous exportez, c'est en devises. Et la France confisque ces devises. Et chaque pays africain paye 4 milliards chaque année pour l'émission de ces francs CFA. C'est-à-dire que pour recevoir, vous payez 4 milliards de frais d'émission. Les billets qui sont fatigués, usés, qui sont retirés, pour les avoir, il faut payer 4 milliards. Et ces billets-là s'usent à vitesse grand vrai. Oui. Ibrahim Moussa Youssouf, le temps que le professeur Ibrahim Aïgonga, Boy Banda, Moïban puisse un tout petit peu souffler, je vous rappelle, chers téléspectateurs, mathématicien, économiste et anthropologue. Ibrahim Moussa Youssouf, DG cabinet Sengo Consulting, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena, plusieurs casquettes. Merci de cette première sur Tchad 24, panafricaniste connu et convaincu. Alors, j'aimerais qu'Ibrahim puisse encore rentrer dans ces détails-là. C'est quoi le franc CFA? Parce que non, on a l'impression que le message n'est pas passé. On est obligé d'y revenir. C'est quoi le franc CFA exactement? Moi, je pense, Moubarak, je ne vais pas répéter ce que mon aîné a dit déjà sur le franc CFA. Mais par contre, je vais mettre l'accent sur l'aspect technique en termes de la finance. Pire. Quand on prend, par exemple, le franc CFA, le franc CFA, la monnaie, elle est initiée, comment dirais-je, elle est mise au niveau de l'autre compte d'opération. C'est-à-dire que les Africains, quand ils exportent au niveau de l'international, ils doivent maintenant mettre 65% de réserves. Maintenant, sur la disposition de l'accord qui est signé entre la France et l'Afrique, en cas où les pays africains ils ont des problèmes, ils peuvent toucher à leurs réserves. Cette disposition-là est là. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un pays africain. Mais mécaniquement, Ibrahim, ça ne fonctionne pas. J'arrive. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un pays africain. On a des problèmes, mais on n'arrive pas à faire recours à nos réserves. Exactement. Regarde comment les banques fonctionnent pour comprendre les phénomènes des finances et pour comprendre comment les trésors français arrivent à maîtriser en quelque sorte les Africains de façon un peu générale. Que ce soit les PIB, que ce soit les PNB. Vous prenez par exemple la Banque centrale. La Banque centrale, je vais prendre de façon un peu très simple. Pour vous, en tant que Moubarak, si vous voulez avoir crédit au niveau d'une banque, vous partez comme ça, vous partez au niveau de la BCC, de la banque BCC ou IGT, n'importe quelle banque, vous partez comme ça, vous dites je voudrais des crédits, est-ce qu'ils vont te donner? Impossible. La première des choses que le banquier va te poser, il va te dire est-ce que tu as un compte chez nous? Voilà. Il faut ouvrir un compte. Donc maintenant, pour que les banques commerciales fonctionnent, ils doivent ouvrir un compte au niveau de la banque centrale. Et ils sont, ces banques centrales-là, ils sont, tout ce qui est l'aspect réglementation, c'est la COBAC. Maintenant, la banque centrale fonctionne à travers les banques primaires. Maintenant, au niveau des banques primaires, là, ce qu'on appelle les banques commerciales, ils ont des réserves qu'ils mettent, ce qu'on appelle les réserves obligataires qu'ils mettent au niveau de la banque centrale. Et ces banques primaires, il existe différents types de banques primaires. Il y a ce qu'on appelle les banques d'affaires, c'est des banques qui n'existent pas au Tchad. Une banque d'affaires, c'est une banque qui s'opère dans là où il y a ce qu'on appelle marché boursier. Il y a ce qu'on appelle les banques d'investissement. Au Tchad, on n'a pas ça. C'est ceux qui donnent des investissements, de gros investissements, par exemple dans le niveau de l'industrie, tout ça. Voilà, des gros investissements. Il y a ce qu'on appelle aussi les banques commerciales, c'est ce que nous on a ici au Tchad. Les banques commerciales, c'est des opérations simples. Et il y a ce qu'on appelle aussi les banques, la banque islamique, qui n'existe pas au Tchad aussi. Il y a ce qu'on appelle des filières. Mais il y a des opérations islamiques dans certaines banques de la place. Il y a des produits islamiques. Voilà, il y a un département islamique. Non,
il y a ce qu'on appelle un produit islamique, mais ça n'existe pas un département islamique. Il y a le produit islamique. Les produits islamiques, c'est stati sur 4 éléments. Les mudaraba, musharaka, murabaha, mugawala, riba yaqtina. Et comment on le dit en français? C'est quelque chose que j'ai écrit dans mon livre déjà, sur les guides pratiques de l'entrepreneur du Tchad. Sur le 3e chapitre, j'ai parlé des financements des entreprises à travers la banque classique. Comment la banque classique donne des crédits et la finance islamique, tout est détaillé à l'intérieur. Je vais revenir vers là pour expliquer, parce qu'on est sur les francs CFA. Il faut comprendre d'abord comment la finance fonctionne pour comprendre en quelque sorte la monnaie en question. Maintenant, ces banques commerciales-là fonctionnent. Si ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut ce qu'on appelle les banques centrales. La banque centrale maintenant contrôle les banques primaires. Contrôle ces banques primaires, tout à fait. À travers, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle l'excès de monnaie en circulation. Mais maintenant, cet excès de monnaie en circulation, la banque centrale contrôle à travers quoi? La crise économique de 1929 a été détectée en 2006. La crise économique, j'ai dit bien, en 2000, la crise économique de 1929, c'était la crise mondiale. Ouais, la crise mondiale, qu'on parle maintenant de crise financière, crise économique, ça a été détecté en 2006. Ça a été détecté quoi? À travers ce qu'on appelle les failles en termes de finances sur les ratios que la banque centrale contrôle les banques primaires avec. Sur ces failles-là, avant 2006, la banque centrale, qu'on appelle BAC chez nous, la Banque des États de l'Afrique centrale, contrôle les banques primaires à travers ce qu'on appelle les ratios Cook, qu'on appelle BAL 1. C'est bon? BAL 1. BAL 1, c'était un ratio dont la Banque centrale contrôle les banques primaires qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle l'excès de monnaie en circulation. Tout simplement. Donc maintenant, BAL 1 ne contrôle quoi? Il ne contrôle que la solvabilité des clients. Mais BAL 1 ne contrôle pas la solvabilité maintenant des banques. Une banque peut avoir aujourd'hui 5 milliards, elle peut prêter 10 milliards sans que la banque centrale n'ait au courant. Voilà. Jeu d'écriture, ça veut dire quoi? Le questionnement des marchés publics. Moubarak, il veut maintenant soumissionner à un marché public, il va venir vers moi. C'est qu'Ibrahim Moussa fragilise l'économie. Voilà. Maintenant, vous, au niveau des marchés publics, on vous dit qu'il faut amener le caution de 1 milliard. Ce caution de 1 milliard, c'est un argent sur le papier. Hein? C'est ce qui a causé les faillites des banques de crise de 1929. En ce temps, il y a beaucoup de sociétés immobilières qui sont nées, ils font des logements, location-vente, ils font des logements. Maintenant, pratiquement tout le monde, voilà, les banques cautionnent tout ça là. À un certain moment, maintenant, les banques sont acquilées. Ils se retrouvent avec beaucoup de titres fonciers, mais qui ne valent pratiquement rien. Ils ne peuvent pas les vendre sur les marchés. Ils n'ont pas de liquidité. Donc, toutes les banques, il y a cette crise-là qui a été détectée en 2006 sur comment on appelle 1929-2006. 2006, ça veut dire que les ratios Cook-BAL 1 n'est pas fiable. On revient maintenant, on dit quoi? À partir de BAL 1, on passe BAL 2. BAL 2, c'est ce qu'on appelle les ratios McDonald. Les ratios McDonald, ça veut dire quoi? La banque centrale maintenant peut contrôler la solvabilité des banques et peut contrôler aussi la solvabilité des clients. Avant 2006, une banque, la banque centrale peut contrôler ce qu'on appelle la solvabilité seulement des clients. Mais elle ne peut pas contrôler la solvabilité de la banque parce qu'elle crée de la monnaie qui n'est pas visible. Ce qu'on appelle le cautionnement des marchés publics. Ce qui a causé même les faillites de ces banques. Mais maintenant, BAL 2, on a trouvé un phénomène, ce qu'on appelle BAL 2, qu'on appelle ratio aussi McDonald, qui contrôle en même temps la solvabilité des clients et la solvabilité des banques. C'est-à-dire les banques, actuellement, ils ne peuvent pas prêter plus qu'ils ne disposent. Ça, c'est que les banquiers de la banque centrale, il a des outils qui lui permettent de travailler. Pour lui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui permet de contrôler. Mais l'aspect qui est derrière, il ne connaît pas. Les banquiers de la banque centrale, l'aspect qui est derrière, il ne comprend pas. À travers BAL 2, ceux qui ont mis BAL 1 et BAL 2, ils contrôlent tous les agrégats monétaires. Si on a les ratios, on peut maintenant découler d'autres agrégats, connaître les pays. Est-ce qu'il est faible dans quoi on a toutes les informations économiques nécessaires pour pouvoir diriger. Par exemple, quand on dit, si vous voulez maintenant, par exemple, pour être un bon chercheur, on dit ce n'est pas la personne qui donne les vraies réponses, mais la personne qui pose les bonnes questions. Donc, maintenant, ça veut dire que ces gens, ils ont ce qu'on appelle toutes les informations au niveau du Tchad. Ils ont des informations au niveau du Cameroun. C'est à travers les balles seulement. Donc, ils ont pratiquement toutes les informations de l'économie au niveau national à travers les transactions qu'on a.
Donc ils disposent des informations qui leur permettent maintenant d'agir en fonction de leur caractère. Donc ils vont voir maintenant dans quel vous souffrez de quoi dans le domaine de l'éducation. Donc il faut maintenant créer un petit projet de développement. Il faut initier, donc la Banque mondiale ou la Banque centrale va initier, donc il faut un projet de développement dans le domaine de l'éducation. Donc il faut dire dans le domaine, ils connaissent déjà que dans le domaine de l'éducation vous êtes faible. Dans le domaine de l'agriculture, ils savent. Dans le domaine de l'or, ils savent. Dans le domaine des mines, ils savent. Donc ils ont toutes les informations. Maintenant, on dit, si tu veux que le chien te suit là, il faut lui donner un peu à manger. Et bien, le souci, c'est que nos banques centrales sont plus ou moins fragiles parce que ces banques, on dit banque centrale que de nom. Parce que sont contrôlés par l'extérieur. Ils sont contrôlés par, il faut appeler les chachas. Voilà. Ils sont contrôlés par les professeurs français. Exactement. Surtout par le compte d'opération. Ils sont contrôlés. Regardez, la preuve en est qu'au niveau des banques centrales, vous trouvez des experts qui sont là, qu'on appelle quoi? Il y a des experts qui travaillent au niveau de la banque centrale, qui sont des Français. Au niveau de la banque centrale. Et en l'occurrence, deux en Afrique centrale, et deux en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les spectateurs qui ont un droit de veto. Voilà, c'est pour dire que ils empêchent de faire la politique, la bonne orientation. Exactement. Et d'ailleurs, il faut comprendre que une banque centrale a une politique monétaire. Oui. C'est que nos banques n'en ont pas. Tout à fait. Et tous ces ratios que tu as décrits, si on veut maîtriser ces ratios pour dire que demain on va l'appliquer pour nos économies, c'est une erreur. Bon, comment est-ce que nos banques peuvent contrôler et avoir des projections dans l'avenir quand ils ne contrôlent pas les finances? Absolument. Voilà, regardez, moi j'ai étudié les ratios de l'économie américaine. Depuis 1945, trimestre après trimestre, année après année, vous prenez la base monétaire sur le PIB, ce ratio-là, ça fait 0,13. 0,13. Ça veut dire 13% du PIB est monétisé. Ça veut dire si la croissance économique est de 3% aux États-Unis, la Banque centrale, la Federal Reserve Bank, qui est la Banque centrale américaine, accroît la quantité de monnaie de 3%. Si le PIB augmente de 5%, elle accroît la quantité de monnaie de 5%. S'il y a une récession, elle fait la récession de la monnaie dans les proportions là. Vous allez voir un parallélisme entre le PIB et la monnaie. Mais Ibrahim Aïgonga, Baïbonda Molto, devrais-je dire à l'expert qu'Ibrahim représente sur ce plateau que les États-Unis, j'allais dire la France, l'Angleterre, ces pays-là le font parce que ces pays sont souverains. Absolument. Ce qui me pousse à revenir sur le franc CFA. C'est ça. Et nous sommes handicapés. Nous sommes handicapés. Handicapés de 65% de nos je parle de 15 pays. 15 pays. 6 en Afrique centrale. Sans vous interrompre, professeur. Avant que Larry ne prenne la parole. Je vous dis la chose suivante. Quand vous exportez quelque chose pour les Tchad, je prends par exemple le pétrole tchadien, dont vous n'avez pas le contrôle. C'est ça. Est-ce que vous gérez? Vous ne gérez rien. En un mot, la France gère en quelque sorte notre place pour les pays africains. Parce que 65% de nos réserves sont détenues par les réserves, soit le compte d'opération. Au niveau du compte d'opération, je viens de souligner, il y a un article qui stipule, si les États ils ont des problèmes, ils peuvent faire recours. On n'a jamais fait. Pour qu'il y ait l'indépendance de l'Afrique. Parce que jusqu'à maintenant, on n'est pas indépendant. Non, pas du tout. On n'est pas indépendant. Il nous faut l'indépendance, c'est l'indépendance monétaire. Regardez, je prends un exemple très simple. Un pays que je maîtrise beaucoup, le Maroc. Les Marocains, ils ont pris leur indépendance par rapport au dirham. Je voulais préciser, Ibrahim Moussa, que les Marocains étaient dans le franc CFA. Inclus la Mauritanie. Regardez, quand vous partez en décembre, j'étais au Maroc, j'ai un mois là-bas en vacances, en décembre passé. En famille. En famille. J'étais en vacances. Je vous assure, au Maroc, actuellement, il y a plus des initiatives françaises qui viennent investir là-bas. C'est ça. Quand vous parlez au niveau des Marrakech, pratiquement les retraités français sont là-bas. Absolument. Regardez, ça veut dire que le Maroc, moi, je me rappelle lorsque j'étais étudiant. J'étais aussi président de l'association qui regroupe 24 pays africains. Avant, j'étais d'abord le président de l'association des Tchadiens et après, j'étais le président des lauréats étrangers de façon générale. Je vous assure, entre étudiants et venir maintenant partir fonctionnaire, il y a un grand avancé au niveau du Maroc. Le grand avancé, ça veut dire quoi? Avant, c'était l'Espagne qui exportait le tomate au niveau de l'Union africaine, à l'Union européenne.
Mais maintenant, la tendance a été inversée par les Marocains. Exactement. Maintenant, les Marocains détiennent en quelque sorte tout ce qui est des agrimes. Et maintenant, pour nous, il est temps, Moubarak. Il est temps de toucher. C'est un sujet qu'avant c'était tabou. Au niveau d'Afrique Média, nous, on a plaidé, on a parlé avec les panels de haut niveau, on a plaidé depuis longtemps. Et ça continue. C'est un sujet qui n'est pas tabou. En direct sur Chat 24, ce n'est pas pour rien, chers téléspectateurs, que nous avons décidé, dans le cadre de l'émission Pas d'Afrique, de vous parler de ces sujets, certes à haute voltige intellectuelle, mais on va vous le parler trivialement, simplement pour permettre que la connexion et l'interconnexion passent, pour que nous puissions savoir les difficultés que nous, Africains, nous avons, et comment est-ce que le poumon de ce monde, pratiquement, se porte en Afrique, spécifiquement les 15 pays, par rapport, n'est-ce pas, à la France, qui, a fortiori ou a priori, Feu Giscard d'Estaing s'est arrangé pour que justement l'imprimerie qui émet, n'est-ce pas, ces biens-là, l'imprimerie se trouve exactement dans son village, s'il vous plaît, à Chalmalrais, et ça donne énormément. La France peut souffrir du manque d'emploi, on peut payer les chômeurs français, mais vous allez constater que dans le village du feu président Giscard d'Estaing, qui venait de mourir, le président qui s'est amusé même à enlever la femme d'un président africain, et ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Scandale. Nous sommes polis, on ne veut pas rentrer dans certains détails. Il est temps, n'est-ce pas, de pouvoir vous expliquer cela, non pas pour s'aimer le désordre et la désanie entre la France, que tous nous respectons, mais surtout pour que l'oligarchie française puisse se rendre compte que ça commence à peser et empêche effectivement à l'Afrique de pouvoir développer, surtout l'Afrique francophone, par rapport aux autres pays qui sont en train de percer en Afrique. Ahmad Haroun Lari, une fois de plus, bon après-midi. Merci. Un jeune qui voyage, qui utilise de temps en temps ce franc CFA, mais qui se retrouve souvent dans des zones, comme par exemple en Égypte, où on n'utilise pas le franc CFA, et qui malheureusement, comment ça se fait? Quel est l'avantage, j'allais même dire les désavantages de cette monnaie-là qui freine considérablement le développement des pays francophones, spécifiquement du Tchad? Merci, il faut que je rebondisse sur les économies qui ont dit. Oui. Vous savez, moi j'ai suivi avec beaucoup d'attention depuis que ceux qui ont rendu possible et ont aidé la France en critiquant la France, c'est pas sans le savoir. Et je regrette parce que je vois beaucoup de gens qui parlent. Il n'y a pas de micro et macroéconomistes qui parlent. Pas de monetaristes qui parlent. Pas de géostratèges qui parlent. Souvent, il y a beaucoup avec le français Semi Keba qui ont aidé la France à renégocier plus. Et il y a un géostratège qui va parler tout à l'heure, Luc Michel. Mais nous ne sommes pas les mêmes parce qu'on n'a pas les mêmes chapelles. Exactement. Ils ont aidé via les Français Semi Keba, Kémy Séba, à faire des films de pression en Afrique pour permettre à la France de faire des pressions à nos chefs d'État de renégocier et d'avoir plus sur les francs CFA. Je regrette. Parce que c'est nous, les Africains, on ne réfléchit pas. Vous avez bien parlé, on utilise des théories de Karl Marx, d'Adam Smith, de quoi. Mais beaucoup ne consultent pas les géostratèges. Mon voisin Brahim a parlé de crise économique de 1929. Effectivement. Les Américains, comment ils ont fait pour dominer le monde? La France n'est rien dans ces jeux. Nous, on n'arrive pas à voir qui contrôle quoi. La France profite des parce que notre pouvoir, c'est nous qui sommes naïfs. Ouais. Les Américains, ils ont réfléchi. Mais nous sommes tenus, nous sommes tenaillés. Oui, mais je reviens. Il y a des contrats néoliens. Laissez-moi expliquer avant de... Allez-y. Les Américains ont étudié comment la Grande-Bretagne, qui a dominé le monde, ils ont fait comment. Ils ont compris que les Britanniques ont dominé le monde en maîtrisant les mers. Il y a Karl Haushofer et il y a d'autres géopolitologues américains et allemands qui ont étudié. On dit celui qui contrôle l'île du monde contrôle les richesses du monde. Celui qui contrôle les richesses du monde contrôle les mêmes lui-même. Et d'autres qui ont dit celui qui contrôle les centres du monde contrôle le monde lui-même. Et c'est comme ça que les Américains ont fait des études. Avec la Première Guerre mondiale, ils ont endetté l'Europe. Et ils ont fait exprès pour créer la crise économique de 1929. C'est exprès créé. Pourquoi? Dès que la Seconde Guerre mondiale a éclaté, ils ont dit, nous on a besoin de notre argent, mais avec l'or, on ne veut pas le papier $. Parce que en économie politique internationale, pour parler
de l'argent, le seul étalon du monde, c'est le dollar. C'était depuis. Et c'est le seul dollar qui est convertible avec l'or. Ça veut dire quoi? Tous vos petits monnaies, euros, dinars, tout ça là, c'est nul. C'est seulement l'or. Les Américains ont fait comment? Après la guerre, la crise économique de 1921, ils ont accaparé tout l'or qui se trouve en Europe pour la reconstruction. Jusqu'à là, l'Allemagne n'a pas pu payer les dettes. Parce qu'avec la conférence de Versailles, on a imposé que l'Europe doit être construite par les Allemands. Par rapport à la réunification de l'Allemagne. Voilà. Non, ça c'est la première guerre mondiale avant de revenir. Et donc, ils ont récupéré tous ces ors. Et ils ont imposé au monde, c'est le seul étalon mondial, c'est le dollar. Toutes les monnaies là n'existent pas, seulement le dollar. Et pour avoir votre monnaie, il faut avoir les parités en dollars. Même aujourd'hui, tous les autres monnaies du monde, la seule parité, c'est le dollar. Non, mais l'euro et le livre sterling. J'arrive, livre sterling, euro, yuan. Maintenant, les pays émergents, avec la Russie, la Chine, avec les pays émergents qui ont créé la banque BRICS, c'est pour faire face à l'FMI. Gaddafi, voilà, Gaddafi, on a assassiné tout ça, je reviens sur ça. Or, nous les Africains, les pays francophones plus particulièrement, au lieu de réfléchir comment faire pour contrôler la France, après la Seconde Guerre mondiale, elle a vu que ça ne marchait pas. Donc, pour qu'il survive, la France, donc elle a fait tout pour contrôler les richesses de colonies. C'est pourquoi en 1948, les francs de colonies françaises d'Afrique a été fait pour contrôler les flux, les marchandises d'Afrique. Et c'est comme ça que la France a commencé à contrôler. Pire encore, après les indépendances, ce qui a été passé avec les BCAO, on sait très bien que parmi au BEAC, par exemple, on a 9 inspecteurs, ça veut dire chaque pays représenté par un, la France est représentée par 2. Si le Tchad n'est pas là, on peut prendre les décisions, mais il faut que les 2 Français soient là d'abord. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à contrôler. Or, aujourd'hui, si on veut ressortir, la question de monnaie, il faut avoir votre réserve, votre richesse, et il faut avoir les plans, soit avec yuan, soit avec yen, soit avec les roubles, ou soit avec le dollar. Mais les seules garanties, ce n'est que le dollar. Lorsque le colonel Gaddafi a voulu faire mettre les fonds monétaires africains, c'est parce qu'il a accaparé un certain nombre d'or qu'aujourd'hui on ne voit pas où est passé cet or que Gaddafi a mis en place. Mais nous, en Afrique, et moi je regrette de vous dire que ceux qui ont beaucoup crié contre la France, ils ont aidé la France à faire des pressions à nos chefs d'État. Aujourd'hui, les gens ont commencé à regretter. C'est la même chose lorsque les chefs d'État d'Afrique centrale ils disent on veut sortir, mais attention. Réfléchissons à avoir nos propres réserves. Réfléchissons avant de faire. Lorsque vous tentez, vous n'êtes pas préparé. Imaginez un pays comme le Tchad. Je vais notre monde. Où la CEMAC, qui va prendre? Qui va accepter que le Cameroun va garder? La Guinée équatoriale ne va pas accepter. La Centrafrique. Donc on a un problème. Conflit interne. Nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas forts. On n'a pas une économie forte. Lorsque vous me parlez de Maroc, je suis désolé. Le Maroc n'est pas un pays d'exemple. Le Maroc a vendu l'âme ou a vendu même l'Afrique. Le Maroc a quitté l'Union africaine à un certain moment. Aujourd'hui, le Maroc rentre tout simplement pour nous créer encore de désordre. Donc, je ne vais pas entrer parce que l'hypocrisie marocaine, c'est autre chose. Je ne vais pas entrer, c'est ça, un autre débat. Mais nous, en Afrique centrale, plus particulièrement les pays francophones, on doit créer notre richesse. Si nous, on a nos réserves, on a pu exploiter on a un certain nombre de réserves, la France, on veut ou pas, nous, on va demander qu'on quitte. Mais lorsque nous, la Guinée a commencé, Guinée avec Amas Couturé, ils ont commencé, c'est après eux-mêmes ils ont cherché le Français parce qu'aujourd'hui, si vous avez constaté avec les turbulences, c'est les zones francs qui est un pays solide. Les autres pays ont commencé à souffrir. Et donc, nous, on a des réserves, certes. La conditionnalité, on est prêt pour cela parce qu'il faut avoir la souveraineté monétaire. Les banques centrales, toutes les banques centrales sont contrôlées par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, si vous parlez de mobile money, des banques électroniques sont contrôlées par l'Israël. La France ne contrôle rien. Même l'argent des Français se trouve au Citibank en Grande-Bretagne. Et ils ne trouvent pas l'euro, ils ont le livre sterling. Voilà, contrôler beaucoup plus, il faut le dire, hein. Enfin, une famille dans le monde qui gère l'économie mondiale. Voilà. Ibrahim Moussa Youssouf essaye d'insister et de préciser. Je pense il faut poser ces petites précisions là. Par rapport à la monnaie, actuellement, regardez ici au Tchad. Moi, dans le cadre de mon cabinet, je travaille avec des opérateurs économiques. J'ai vu des étrangers qui le cabinet Senghor consulting. Voilà, j'ai vu des étrangers que je les ai installés ici. Ils viennent acheter les sésames jusqu'à Mondou là-bas. Ils partent jusqu'à Mondou là-bas pour acheter les sésames avec la monnaie sur place.
avec la monnaie sur place. Aïgonga s'y connaît un peu en sésame. Voilà, avec la monnaie sur place. Donc c'est pour dire... Le sésame, c'est moi qui ai lancé la production de sésame. Voilà, c'est pour vous dire, si on veut, nous on veut sortir, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais attention, oui. Le problème est plus sérieux que ça. Plus technique. Plus technique. Vous savez... Aïgonga, un économiste disait qu'on peut sortir en 3 jours. Non, il faut un économiste disait qu'en 3 jours, l'Afrique, surtout l'Afrique contrôlée par la France, avec le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest de l'Afrique, bien concerté, en 3 jours, on bat notre monnaie. Je vais revenir vers vous. Une petite précision, par exemple, Gaddafi. Gaddafi, il a mis des réserves. Quand il y a une personne qui a vu les réserves, il dit la vie, tu vas prendre par exemple des rues de 40 jusqu'à la grande mosquée. Ce sont des réserves en argent, des réserves en or qui sont là. Tu rentres, tu es même étonné. C'est pour dire que cette précision-là, il faut... Tout ça, c'est pas ça. L'Afrique détient les 3/4 de la richesse naturelle de la terre. Mondiale, oui. L'or que Gaddafi a, il y en a encore sous-sol. Il y a de l'or sous-sol. Il y a des diamants sous-sol. Même au Tchad. Même au Tchad. Gaddafi, moi je suis très proche de Gaddafi. Oui. Le fonds monétaire de Gaddafi, c'est moi qui ai théorisé ça en 99. C'est moi qui ai écrit à Gaddafi sur la question de l'Union africaine et du Fonds monétaire de la monnaie unique africaine. Je confirme, d'ailleurs, j'ai quelques photos du professeur Ibrahim Aïgonga, Boybanda, Moltol. On aura l'occasion, mais j'aimerais, professeur, une minute. Oui. Nous devons donner rapidement la parole à Luc Michel, depuis Liège en Belgique, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, donner son avis. Il va parler du franc CFA, mais en mettant en exergue l'écho et ce genre de turbulence qu'apporte ce qu'on appelle la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, pays que vous connaissez, la Côte d'Ivoire, l'écho créé, n'est-ce pas, pratiquement porté par le Nigeria, l'écho copié par le président français et par le président Ouattara. Ils ont voulu l'imposer en Afrique de l'Ouest. Ça semble traîner, ça semble freiner. Luc Michel ici va nous éclairer sur ce sujet-là avant qu'on ne revienne sur ce plateau, continuer notre débat. Vous êtes en direct sur Tchad 24. Vous pouvez nous suivre également via Facebook et également via le bouquet Ilnet à Hanana, plus précisément. Luc Michel depuis Liège en Belgique, et nous allons revenir chez les téléspectateurs sur ce plateau. La pandémie du Covid avait oublié le contentieux entre Paris et Londres, entre Abidjan et Abuja sur la question du franc CFA de l'Union et du contrôle géopolitique de la CEDEAO. C'était l'actualité. En décembre, janvier dernier, on l'a oublié pendant quelques semaines. Elle ressurgit aujourd'hui avec les déclarations du président Buhari, approuvées par 5 autres pays du Commonwealth, membres de la CEDEAO. Lorsque Macron, à ce moment-là, il venait d'être élu président, nous étions bien entendu au Burkina Faso, il était venu présenter son projet. J'avais expliqué à l'époque que son projet portait un nom, la France-Afrique 2.0, et a une nouvelle vie pour le franc CFA, la 3e, celle d'un écho confisqué à la CEDEAO. Il y a quelques mois, Macron, avec l'appui de Ouattara, a tenté ce qu'il faut bien appeler un coup d'État financier, la confiscation de l'écho. L'écho, c'est l'abréviation anglaise ECOWAS, qui est le nom de la CEDEAO. C'est une monnaie dont on discute depuis 30 ans et dont tous les pays de la CEDEAO ont fait leur objectif. Macron et Ouattara ont décidé de confisquer cette monnaie et comme l'a dit Ouattara, le nouveau nom du franc CFA devait être l'écho, mais ils ont oublié quelque chose, c'était les réalités de la géopolitique mondiale. La géopolitique mondiale, c'est le Brexit, le départ de Londres de la Grande-Bretagne, la volonté de la Grande-Bretagne de renouer avec le destin géopolitique de l'impérialisme anglo-saxon, de faire un porte-avions anglo-saxon aux portes de l'Europe,
et de Londres un gigantesque Singapour tourné pour détruire l'économie européenne et la place financière de Francfort, le tout soutenu par Trump et les milieux américains qui ont porté Trump et favorisé le vote majoritaire du Brexit lors de son référendum. Dès que Macron s'est affirmé voulant prendre le contrôle de la CEDEAO, Londres a dit non. Il n'était pas question d'abandonner à Macron le contrôle d'une CEDEAO en plus élargie au Maroc et à tous les pays du Commonwealth et de redonner une importance géopolitique à la France en Afrique. Au début de cette année, il y a eu le sommet Grande-Bretagne-Afrique dont les débats principaux, ça a été tout d'abord une vedette Bouhari, vedette invitée par Londres, et deuxièmement, le cadenassage de la CEDEAO pour qu'elle tombe dans les mains du Nigeria et dans les mains de Londres et qu'elle échappe aux mains des Français. C'est à cela que nous voyons aujourd'hui, avec d'ailleurs des séquelles géopolitiques secondaires, l'affaire Bakayoko par exemple, pilotée par le Canada, membre du Commonwealth, et le Nigeria, membre de la CEDEAO et du Commonwealth, qui est là pour déstabiliser le régime d'Abidjan. C'est cela que vient d'affirmer Bouhari. Il n'est pas question de laisser les plans français réussir. Et avec l'opposition du Nigeria, le Nigeria qui représente 70% du PIB de la CEDEAO, qui est son géant économique et géopolitique, la CEDEAO va se diriger vers un autre destin, qui est une France-Afrique 2.0, le nouveau visage de la domination coloniale de la France en Afrique. C'est l'échec annoncé dès maintenant des plans de Macron, de Le Drian, de Zinsou et de Ouattara. Il faut dire un mot d'ailleurs, c'est que tout cela se double d'une guerre médiatique. Vous avez vu que Jeune Afrique est intervenu. Jeune Afrique est intervenu en particulier pour déstabiliser le Nigeria et Bouhari et soutenir les plans de Macron. Il y a toute une série d'officines dont Jeune Afrique est le porte-parole qui sont organisés dans la foulée de Le Drian. Le Drian, ministre des Affaires étrangères de Macron, mentor géopolitique de Macron, mais surtout l'ancien monsieur Afrique de François Hollande, c'est-à-dire l'héritier de Foccart. Le Drian a organisé une guerre médiatique, un ensemble d'officines médiatiques et barbouzardes en France et en Afrique. C'est elle qui intervient en Côte d'Ivoire, c'est elle qui intervient au Cameroun, c'est elle qui intervient aujourd'hui au niveau de la CEDEAO. Il faut se méfier de tout ce qui est écrit, c'est une leçon pour les Africains, de tout ce qui est écrit Jeune Afrique et les journalistes africains au service de Paris qui le copient servilement. C'est cela la leçon du moment. La France-Afrique 2.0, c'est un échec, c'est un mort-né géopolitique. Il faut aider à la jouer. Merci à Luc Michel. Depuis Liège en Belgique, vous êtes bien entendu sur Tchad 24 dans le cadre de notre émission de ce jeudi. C'est le dernier jour de l'année. Panafritude. Voilà, donc nous y sommes et nous vous rappelons que nous serions en direct l'année prochaine, c'est-à-dire samedi, pour le décryptage du discours présidentiel qui aura lieu ce soir. Nous sommes en direct, nous vous l'annonçons. Étant en direct, vous pouvez suivre l'émission en rediffusion, comme vous voulez, sur nos plateformes, beaucoup plus sur Facebook. Merci de nous honorer de votre fidélité. Merci à Ahmad Haroun Lari, notre consultant permanent, Ibrahim Moussa Youssouf, DG cabinet Senghor Consulting, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena. Merci au professeur Ibrahim Aigonga Boybanda Moltonga, mathématicien, économiste et anthropologue. Merci également à Luc Michel. Et nous remercions également les membres du PLED, notamment son président
président national, Mahamatay Djibril, sans oublier Mamadou Boukar Mamadou. Le plaid est un parti allié. Nous allons rentrer dans les détails et qui sait peut-être leur recevoir un de ces quatre sur le plateau de Tchad 24. Rentrons dans le sujet central, notre sujet phare, notre thématique de cet après-midi. On dirait sur Tchad 24. 26 décembre 1945, 26 décembre 2020, fin des accords coloniaux, les Africains exigent le non-renouvellement de ces accords. C'est toujours secret, hein, on ne sait pas ce que décident nos chefs d'État, mais depuis que nous insistons sur ces francs CFA, nous espérons que les perspectives, que ce soit pour les États de la zone franc, vous connaissez la zone franc, c'est la zone de l'Afrique de l'Ouest, et la zone de l'Afrique centrale. Alors, Ibrahim Aïgonga était en train de parler quand j'ai coupé la parole, même si je voudrais déjà ajouter une question en demandant cette différence qu'il y a entre le franc de l'Afrique de l'Ouest et le franc de l'Afrique centrale. Souvent, nous voyageons et on s'en rend compte que nos francs CFA d'ici, c'est toujours les francs CFA. Arriver là-bas, ça semble un tout petit peu perdre de valeur. Et qu'est-ce qui sous-tend et justifie cela? Pourtant, c'est le même franc CFA, même compte d'opération. Pourquoi y a-t-il ces différences-là entre les deux pays? Différences qui d'ailleurs ne se justifient pas. C'est ça. Ça s'est passé après la dévaluation du franc CFA. Et tu sais que les gens de l'Afrique de l'Ouest... Après la deuxième dévaluation du franc CFA en 94. 93, tout à fait. Si Ibrahim le dit, c'est que c'est ça, 93. Vous savez, les Africains de l'Ouest, en matière des affaires, ce sont les Juifs d'Afrique. La plupart des Africains, des étudiants de l'Afrique centrale, étudient en Afrique centrale. Leurs parents envoient suffisamment de l'argent là-bas. Les opérateurs, les aventuriers de l'Afrique de l'Ouest sont beaucoup en Afrique centrale. Ils renvoient beaucoup d'argent en Afrique de l'Ouest. Il n'y a aucun mouvement contraire. Inverse. Vous voyez? Oui. Et ils ont trouvé malin de rabaisser la valeur. Quand les étudiants viennent avec le franc CFA, 10 000, on leur donne 9 000 ou 8 500. Très souvent, c'est 9 000. Voilà. C'est ça qui a fait détériorer. Sinon, il n'y a aucun... C'est la même chose. Et cette différence-là, qui gagne? C'est les individus. C'est pas... Si vous allez à la banque centrale pour déposer, vous allez avoir l'intégralité de votre argent. Ça prend du temps. Mais si vous allez au marché noir, vous donnez la différence à l'autre là. Au campiste. Au campiste. Mais pour revenir à la question... C'est comme le dollar blanc aussi. Le dollar bleu, le dollar blanc. C'est pratiquement la même chose. C'est la même chose. Mais pour revenir à la question de la monnaie, ce qui fait la force d'un pays, d'une banque centrale, c'est sa politique monétaire. Nos banques centrales n'ont pas de politique monétaire. Ils ne peuvent pas l'avoir, on en a parlé. Voilà. Ce sont des banques centrales que de nom. Voilà. Comme nos pays sont indépendants que de nom. Il n'y a aucune connexion entre le gouvernement. Tout à l'heure, je vous décrivais comment la Federal Reserve Bank se comporte vis-à-vis de la politique monétaire et la croissance économique. Mais cet argent est remis à la disposition du gouvernement américain pour régler certains problèmes. Tout à fait. C'est ce que nous n'obtenons pas. Mais pour un problème que j'ai écrit dans Jeux et enjeux de la monnaie unique africaine. C'est une conférence que j'ai donnée à la philosophie savante béninoise à Porto Novo en 2006. J'ai dit ceci. Notre formation d'universitaire ne nous permet pas demain de gérer, même si nous avons notre monnaie unique. Oui, ça c'est vrai. Notre formation a été escamotée. Ça c'est vrai. Quel est le modèle de la croissance économique que nous allons utiliser pour lier la monnaie et la croissance du pays? Ouais, professeur, notre formation académique, scolaire, universitaire est escamotée à tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors, donc, sur le plan économique, vous prenez l'entreprise, la fonction de production. Ce qu'un comptable dit est différent de ce qu'un économiste dit. Lui, il parle de trois facteurs de production, de deux facteurs de production, capital et main-d'œuvre. Le comptable, les statistiques qu'il a devant lui, c'est une autre réalité. Il paye les matières premières, il paye ceci, paye les salaires et autres là. Mais il n'y a aucune liaison dans le modèle mathématique pour lier ces données-là. Quel est le modèle que nous allons utiliser pour gérer demain la monnaie unique africaine? C'est fait à dessein. Voilà. Et donc, mais toutefois, il y a la solution. Les recherches, maintenant, les recherches
Nous avons ces résultats. Pour ne pas dire les recherches d'Ibrahim. Ah, voilà. Tout à Les fait. recherches sont là, qui permettent de régler cette question. Vous savez, quand vous allez voir un prix Nobel comme Paul Samuelson, qui te dit que le PIB, c'est la somme des chiffres d'affaires, c'est faux. Vous allez trouver quelqu'un comme Milton Friedman, qui est prix Nobel d'économie, qui dit que la vitesse de la monnaie est une constante, alors qu'il soutient que les taux d'intérêt, les termes de l'échange, les taux d'échange des prix sont des variables exogènes de la vitesse de la monnaie. Et il écrit que la vitesse de la monnaie est une constante. Et nous acceptons cela à l'université. Professeur agrégé, docteur, ceci, cela. Et nous enseignons aux étudiants. Il semblerait que nous sommes encore un tout petit peu faibles devant l'homme blanc. Je préfère le dire ainsi. Et on répète, on est des économistes répétiteurs. Ouais. On n'innove pas. Ou des enseignants-chercheurs qui cherchent et qui ne trouvent rien. C'est trouvé. Mais, je vous dis, regardez, quand on a envoyé le Fonds monétaire au Nigeria, la Banque centrale à Yaoundé, mais ils ne vous ont pas dit, il y a aussi l'enseignement des modèles. Là, j'ai dit le Tchad. C'est moi qui ai fait ce développement-là. Vous allez à l'Harmattan, les documents sont là en 2006. Et c'est un Camerounais qui est... J'ai les comment on appelle les contrats de l'autre là. Ils ont dit 3% qui doivent me payer sur les... J'ai refusé de signer l'autre là. J'ai le document avec moi. Et on a cité, j'ai dit, l'enseignement de la monnaie doit être fait ici au Tchad. Le Cameroun a pris la Banque centrale, le Nigeria a pris le Fonds monétaire. Mais c'est moi qui ai fait. Sur le travail de Nkrumah, moi j'ai fait plus de 36 années de recherche sur la question de la gestion de la monnaie unique africaine. J'ai écrit les hypothèses de gestion de la monnaie unique de la CEDEAO. Je travaille dans le cadre de la monnaie unique africaine avec Gaddafi. Et c'était la solution, c'est ce que Gaddafi a. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une monnaie de la CEMAC, d'avoir une monnaie de la CEDEAO, donner les 5 monnaies des 5 régions de la SADC. Monnaie unique. Parce que ça va se poser encore des problèmes d'échange entre l'autre là. Et c'est là où l'Occident va entrer pour nous déstabiliser. Mais professeur, oui. On dit souvent Moubarak, la main qui donne, elle ordonne. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est la main qui donne, elle ordonne. Et c'est ça que nous devons faire. C'est pour dire qu'actuellement, comme nos réserves sont déjà là-bas au niveau des trésors français, au niveau des comptes d'opération, donc c'est comme si on demande, on commande. Non, non, mais non, on doit réclamer ça. Si on refuse de signer les accords, ces nouveaux accords que Biya a déjà refusé, le président Idriss Déby doit aussi refuser de signer. Il est dans cette perspective-là. Si il refuse, nous allons réclamer ces devises. Certainement, on va négocier, dire, vous nous devez ça, ça, ça. Mais le reste, c'est pas. Même on peut leur laisser entièrement ces devises. Nous allons les reconstituer. Je suis d'accord. Nous avons toutes les richesses pour pouvoir reconstituer de nouvelles richesses. Mais on peut leur laisser ça. Mais qu'on ait la liberté. Quelque chose qu'il faut dire. Au niveau des comptes d'opération, le compte d'opération, depuis que le compte d'opération a été mis, où le CFA est là, n'a pas été audité. Mais c'est ça. N'a pas été audité. Pour pouvoir déléguer, pour pouvoir prendre en quelque sorte, dire, concevoir un modèle, il faut partir à la base. C'est cette base-là, il faut auditer aussi le compte d'opération. Je dis ça, c'est pas, ce qui nous revient des droits. Regarde, non, regardez, je prends l'exemple. Allons dans le sens d'Ibrahim Moussa. Peut-on effectivement arriver à déterminer cette masse d'argent qui se trouve dans le compte des opérations? Aujourd'hui, c'est nous qui faisons la force de l'euro. C'est nos devises qui font que l'euro est fort. C'est notre argent. Mais je vous dis que, le plus important, c'est qu'on se désengage et qu'on se réorganise. Si on peut aller faire le c'est déjà bon. Je me poser une question avant de donner la parole à Ibrahim Moussa Youssouf, donc me comprendre. Je sais que c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche veut parler. Voilà, je voudrais savoir. L'euro est en marche depuis un certain temps. Oui. Soyons justes. Si c'est l'euro qui est en marche, cette compte des opérations, encore en France, pour des raisons que je ne maîtrise pas, devrait logiquement et normalement se délocaliser dans la Banque européenne. Pourquoi c'est Paris qui gère encore cette compte des opérations? Paris gère. Ça me paraît un tout petit peu flou. Paris gère, mais cet argent avantage l'Europe. Oui. Ça dit que ces devises... D'où le silence. C'est ça. L'Allemagne a un certain moment boudé, mais elle s'est tue. Parce que ça arrange tous les... Parce que les premières puissances économiques de l'Europe, c'est l'Allemagne. Et la France n'a rien, c'était les deuxièmes. C'est ça. Et la France, son économie, c'est ces fonds-là. Et donc, France et Allemagne, on dit les deux puissances de l'Europe. C'est ça. France,
À cause de notre argent. C'est à cause de nous. À cause de notre argent. Or, c'est pourquoi la France refuse l'entrée de la Turquie dans la zone euro. C'est ça. Parce que la Turquie va être deuxième puissance économique après l'Allemagne. Et la France n'aurait troisième place. Donc, elle n'a pas un peu de poids. Et c'est pourquoi c'est très dangereux. Je soutiens le professeur. Si nous ne sommes pas réorganisés, faites très attention aux formations d'économie qu'on a. Tous ceux qui négocient et sont en train de parler d'économie, c'est ceux qui sont formés à la BEAC. C'est ça. La BEAC, on s'en fiche de votre agrégation en économie. Dès que vous entrez, on va vous mouler à leur image. La BAC, la main-d'œuvre pour voilà. la production. La BAC n'est rien que les pions de l'Occident. La BAC. Pire encore, par exemple, dans le zone franc, on fait les plans comptables WADA, non? Ce n'est pas les mêmes choses avec le Maghreb. Non. Pire. Ce que les Maghrébins font, les Algériens et les Marocains, c'est pire encore. Parce que, au lieu d'aider l'Afrique, ils cherchent à nous dominer en formatant nos étudiants avec l'amour du Maroc et en nous dominer encore. C'est pourquoi, je me rappelle, en 2017, on nous a convoqués à Abuja, les chercheurs d'Afrique centrale et d'Afrique pour parler de paix et sécurité. On a évoqué les cas marocains. C'est pourquoi les Nigériens est resté. On a démontré pourquoi maintenant le Maroc veut revenir en Afrique. Parce que les Marocains veulent à tout prix suivre l'exemple de la France et pour nous faire plus de mal que d'autres. Et donc, moi, je dis, ça ne sert à rien, de dire que la France... Moi, j'ai travaillé dans une bourse. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous, une minute. J'ai travaillé, ce qu'il est en train de dire ne tient pas la route. Je vous explique pourquoi. Pas pour l'amour du Maroc. J'ai travaillé dans une banque d'affaires. C'est une banque qui travaille au niveau de la bourse. Pour comprendre le phénomène, par exemple, pourquoi je suis en train de parler d'auditer le compte d'opération. Absolument. J'ai fait aussi des stages au niveau de la banque Maghreb, c'est-à-dire que la banque centrale du Maroc. Comment ils évaluent la monnaie pour évaluer les dirhams. Mais maintenant, au niveau de la banque d'affaires, quand vous prenez la banque d'affaires, une banque d'affaires ou au niveau de la bourse, c'est une place où, si par exemple, vous n'avez pas de l'argent, l'autre, il a l'idée, il veut investir. Vous allez se trouver au niveau de la place boursière pour pouvoir financer. Par exemple, l'argent que l'Afrique a mis au niveau des trésors français depuis 1900. C'est beau d'argent. 65% là. Même si je suis en train de revenir vers des raisonnements beaucoup plus financiers que prévu. Si vous prenez par exemple 5% seulement ou 5% injecté au niveau de la bourse, je vous assure par rapport aux aides qu'actuellement la France a dit récemment qu'ils ont annulé par rapport aux aides. C'est un faux problème. Pour revenir à là. Nicolas Sarkozy, Nagui de Borsa le disait clairement que le compte des opérations ne cumule pas un peu plus de 3 000 milliards d'euros. Tout le monde sait. Non, attention, que ça Moubarak, c'est que vous n'avez pas compris. Quand je prends 65%, j'aimais. Je dis c'est des réserves. Où je peux investir n'importe où. C'est là où je vais. L'investir. Il prend cet argent, il le donne autour de 15%. Il nous embête. 15%. C'est pour vous dire si il garde là-bas à 3% et il nous renvoie à 15%. Si je vous parle de l'audit, auditer le compte d'opération sur les pays africains, ils disent qu'on va auditer le compte. Je vous assure que. Non, je vous assure qu'ils vont trembler. Ils vont même laisser les questions de France CFA là et sortir. Si réellement, nous sommes tous unanimes et que les Africains ils prennent cette courage, dire maintenant on va s'asseoir pour auditer le compte. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Auditer le compte d'opération. Et c'est ça qui nous tient à cœur avant même de changer ce qu'on appelle la monnaie. Ça veut dire la transition en termes de la monnaie doit passer comme effet à partir de ce qu'on appelle l'audit d'abord de compte. Avons-nous le pouvoir de le faire, chers téléspectateurs, en direct de Tchad 24, avant que Larry ne puisse prendre la parole? Nous sommes en direct, vous voyez, le débat, ça brûle, hein, parce que c'est de l'abondance de notre cœur que la bouche parle. Comment pouvons-nous fêter nos indépendances quand véritablement nous sommes liés? On peut commencer à se poser ces genres de questions-là sans, n'est-ce pas, avoir froid aux yeux. Ça commence vraiment à monter et on s'en rend compte que nos chefs d'État très souvent ont des projets de développement mais n'ont pas la main libre véritable pour que ces projets-là puissent suivre jusqu'au bout, en parlant même des rencontres au niveau de l'UA qui est soutenue à plus de 78%, ouvrez bien vos oreilles chers téléspectateurs, par l'Union européenne, l'Occident, etc. Comment pouvons-nous parler de notre indépendance quand l'Union africaine est financée
par ceux qui ne veulent pas nous voir libres. Plus, c'est beaucoup plus. C'est 78%, Ibrahim Moussa Youssouf. Donc, il est temps d'éclairer tout cela pour qu'effectivement, l'Afrique puisse, chers téléspectateurs, prendre son envol et que nous puissions effectivement demander des comptes à nos chefs d'État. Mais pour l'instant, c'est un peu flou et toute politique mise en exergue est pratiquement torpillée depuis la France. Et ça ne permet pas ce qu'on appelle une vraie visibilité. Et nous sommes donc ce soir, cet après-midi, sur Tchad 24, pratiquement à la fin de l'année, pour que ce problème-là soit regardé de près, 75 ans après. Voilà un vieillard qui marche avec son bâton, qui refuse de mourir, focus sur nous lier avec la France. Comment pouvons-nous nous en sortir? J'allais dire de cette bourbier qui tous les jours semble nous tenir, nous ténailler et nous lier. Je pose comme ça trivialement la question déjà à vous à la maison. Commençons à réfléchir pour que véritablement nous soyons indépendants et que nous puissions avancer vers l'union de l'Afrique. Sur ce, je donne la parole à Larry. Merci. Je reviens encore toujours sur le propos du professeur. Il dit il faut s'organiser. Nous, tout ce qu'on est en train de faire là, si nous ne sommes pas organisés, on ne peut rien. Moi, j'ai dit il faut revoir le système éducatif. Tout ce qu'on nous enseigne, les théories économiques qu'on nous enseigne ici, ce n'est pas les mêmes que ce qu'ils apprennent. Ce n'est pas les mêmes plans au WADA qu'ils négocient avec nous. Ce n'est pas les mêmes moules de formatage qu'on nous donne à la BEAC ou à la BAT. C'est un problème, Larry, parce que quand, par exemple, nous demandons de l'argent ici, les taux de remboursement sont énormes par rapport parce que à nous chez ne eux. sommes pas organisés, même si je suis le français, je ne peux pas accepter. Parce qu'en vous dominant, la géostratégie, les militaires qui sont là, ici, là, et stationnels, vous pensez par hasard, depuis l'assassinat du colonel Gaddafi, tous les pays qui ont soutenu le projet de Gaddafi, vous avez vu Boko Haram à la porte du Tchad, du Nigeria, du Cameroun. Le Cameroun, le président Biya a refusé, parce que c'était depuis 2011, on ne vous dit pas, on a créé les crises anglophones. Le Nord, les crises. Et donc, on a créé des conflits au Cameroun pour que le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est le seul pays qui a tout ça, des économistes, des chercheurs. C'est le seul pays où... Un pays qui produit 100 à 200 docteurs par an. C'est le seul pays où n'importe qui n'est pas pas sur des 200 docteurs, stratégiques. de quel niveau? Par rapport à quelle étude? Le professeur Alain Foga a dit, si on voit le diplôme du Cameroun, on peut remplir le ciel. Mais si on voit les compétences, on ne peut pas remplir même les verres. Vous savez pourquoi l'étude de géopolitique, géostratégie, on refuse d'enseigner depuis dans certains pays? C'est tout simplement parce que si vous ne maîtrisez pas, tout ce qu'on vous dit est voué à échec. Aujourd'hui, en Afrique, les gens ne veulent pas du Cameroun parce que c'est le Cameroun qui est le seul. Imaginez depuis qu'on a commencé avec cette histoire, depuis qu'on a commencé à faire de bruit avec les gens qui ne maîtrisent pas les sujets, on a eu un problème au Sahel. Aujourd'hui, on a mis les forces bancaires à Our. Est-ce que les touristes sont à Our? Pour préparer quoi? Pour voler l'or qui est là. L'or qui est à Our, c'est un escadale géographique. Les douaniers maliens, chez téléspectateurs, n'est-ce pas, venaient de saisir quelques tonnes d'or en direction du pays que vous savez. On n'implique pas le Cameroun et le Nigeria. Parler de terrorisme au G5 Sahel et que jusqu'à nos jours, notre chef de l'État, avec l'armée tchadienne, on crie pour le financement que les Français cherchent ailleurs. Les Américains via Trump. Et tout le monde le sait, Larry. Tout le monde le si sait. Kadhafi vivait, c'est que ces zones-là devraient être stables. Oui, mais c'est exprès qu'ils ont fait parce que Gaddafi est en train d'attaquer leur intérêt. En géostratégie, en géopolitique, il n'y a pas état d'âme. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts à défendre. C'est clair. Si aujourd'hui nous on préniche, ne partez pas loin. Je prends un exemple simple et puis vous laissez parler. Oui. Prenez l'exemple de Covid. Oui. Entre la Chine, les Français, ils ont fait le commande des masques. Voilà. Les Américains, ils ont fait le commande des masques. Comme les Américains, ils ont beaucoup payé, la Chine, ils ont détourné au détriment. Les Français, ils ont parlé, c'est France 24 fatigué. Donc c'est pour dire que c'est une question d'intérêt. Voilà, c'est clair. Or, nous, par exemple, quel est notre poids stratégique? Nous avons un poids stratégique qui est très dangereux, que la France ne va pas lâcher. Si aujourd'hui vous avez vu la Centrafrique, et c'est que je félicite le président Tchadora, parce qu'il a réussi à amener. Or, la France ne va pas laisser, parce qu'aujourd'hui au Tchad, moi je mets en garde, parce qu'il y aura des troubles. On veut ou pas, parce que nous ne sommes pas préparés. Tout
Tout ce qu'on est là, beaucoup Haram, tout ça. Vous savez, moi, j'ai eu à me faire un peu d'études. Les centres de déradicalisation de l'université de Difa, il y a des centres de déradicalisation de Boko Haram qui sont au Niger. Au Tchad, on parle de repentis, de désengagés, de termes. En réalité, c'est des gens qu'on a utilisé la force, mais ils sont là pour travailler. Ce ne sont pas ni repentis ni désengagés. Ils sont là, n'est pas contrôlés et ils sont là. Et aujourd'hui, ils créent plus de problèmes. Pire, ce ne sont pas des analphabètes, c'est déjà des universitaires. Parce que si vous voyez Mamadou Youssouf, Aboubakar Chakaou, c'est des universitaires. Et ils sont, maintenant, ils ont adopté d'autres stratégies dans le bassin de lac Tchad. C'est des gens qui sont préparés parce que les lacs Tchad, au lieu qu'on sauve les lacs Tchad, maintenant il y a un projet pour exploiter les lacs Tchad. Du coup, on est en train de dégager tout ce qui sont dans les îlots. Nous ne sommes pas préparés. Parce que souvent, moi, j'assiste souvent dans nos ateliers, on a beaucoup de cabinets, des gens qui sont là, qui ne maîtrisent pas les enjeux. Parce que les enjeux, aujourd'hui, j'ai constaté dans notre pays, ou dans beaucoup de pays de la sous-région, les gens ne viennent pas pour le pays, ils ont d'autres nationalités. Beaucoup de nos cadres ont de la nationalité française. Ils sont là seulement à défendre l'intérêt de la France. Et ils sont là à saboter. Ils sont les pions de la France. Or, à un moment donné, on dit non, les métis. Les métis n'ont pas la nationalité française, à beaucoup d'intérêt. Mais par contre, nos frères noirs comme moi, c'est des ministres, c'est des DG, c'est eux qui sont plus dangereux. On travaille dans les centres, on fait le plan. Des plans qu'on fait, on met. Ils sont ceci, c'est là. Pire, tous les cadres ici, on te dit, bon, 6 mois à l'ENA de France, on te formate en francophile, tu reviens. Il y a des réseaux. Par exemple, le Tchad est pris en otage par les réseaux de l'ENA. Il faut qu'on le dise. Et il y a d'autres réseaux de l'Élysée. Et il y a un autre réseau de leaders qui sont formés en France et d'autres qu'on les envoie aux États-Unis. Et c'est ça le plus grand danger. C'est que les Africains ont fait l'erreur. Aujourd'hui, si vous constatez Yali, ils envoient aux États-Unis ou à Dakar pour former quoi? Obama a dit dans 10 ans, vous allez me donner raison. Constatez, c'est leur mentalité, ce n'est plus l'Afrique. Hein. C'est défendre l'intérêt des États-Unis en Afrique. Mais nous, on ne fait pas, nous ne sommes pas préparés. Nous sommes des objets. Et comme nous sommes des objets, tout ce qu'on est là pour crier. Aujourd'hui, on sort de la France, mais il y a d'autres qui vont nous dominer. La Chine a dominé, continue à nous dominer. Mais qu'est-ce que nous, on fait? Professeur Ibrahim Aïgonga, cette géopolitique et surtout cette géostratégie qui n'est pas encore véritablement maîtrisée par les Africains ou par les présidents africains, donc, tout semble être ce que j'appelle une priorité. L'éducation est prioritaire en Afrique. La santé est prioritaire en Afrique. Que peuvent faire nos chefs d'État pour prioriser cet aspect par rapport à notre sécurisation? Et on y revient, ça ce sont les affres du franc CFA. Comment peut-on faire pour juguler tout cela tout en sachant que nous sommes appelés à sortir de cette monnaie avec des manipulations externes nous empêchant de nous concentrer effectivement sur l'essentiel? Vous savez, quand on parle de l'éducation, et pour aller vite dans le sens de l'indépendance de l'Afrique, ce n'est pas la formation ou l'éducation à la base. C'est la formation des professeurs, ceux qui sont en train d'enseigner aujourd'hui dans les universités. La formation il faut revoir, voilà, il faut revoir leur formation. Nous avons été très mal formés. Et une rencontre, je crois que dernièrement j'ai écrit au ministre de l'enseignement supérieur du Tchad. J'ai demandé à ce que le CAMES et l'UNESCO se retrouvent ici pour qu'on discute de la question de l'enseignement de l'économie. La science économique telle qu'elle est enseignée, elle est mal enseignée. 2 facteurs de production. Vous prenez, vous multipliez la longueur par largeur, vous trouvez la surface qui est exprimée en mètres carrés. On enseigne, l'on multiplie par la machine et on trouve la production. Des beignets, des bonbons, des bicyclettes, des avions, K et L, F de K et L, facteurs de production, capital et main d'œuvre. C'est ridicule. Depuis 1928, ce mensonge est enseigné dans l'université. Il y a plusieurs mensonges qui sont enseignés. Gaddafi a bien dit ici. Dans son livre vert. La production est le résultat obtenu par les travailleurs qui utilisent les matériels pour transformer les matières premières. Il y a 3 facteurs de production. Cette citation, c'est ce que j'appelle le théorème, le premier théorème de Mohamed El Gaddafi. On l'écrit en mathématiques et on sort 2 définitions de la valeur ajoutée.
chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires égale rémunération des salariés plus excédent brut d'exploitation. Et quand la fonction somme est linéaire, quand vous mettez somme, vous trouvez le calcul du produit intérieur. Produit intérieur brut de la production est égal au produit intérieur brut de la répartition. Et quand vous faites la fonction dérivée usuelle, vous allez trouver des logiciels de prévision du produit intérieur brut. Des logiciels de la répartition de la production. Ce qui est produit doit être réparti. C'est ce qu'on ne nous a pas enseigné à l'école. Et les sociologues, après 5 années, 10 ans, ils écrivent la dimension sociale des programmes d'ajustement structurel. Ils réclament après ça. Il faut revoir l'enseignement. Quand un économiste dit qu'il y a 2 facteurs de production, il ne faut pas l'écouter. Celui-là, il est en train de mentir. Mais il enseigne ce qu'il a reçu. Il enseigne. Et en 1972, Joan Robinson, qui est l'élève de John Maynard Keynes, britannique, elle a dit, quand l'étudiant pose la question à son professeur, en quoi consiste le capital? KR, c'est de la machine ou de l'argent? Il dit que le professeur n'a pas répondu à cet étudiant qui lui-même devient professeur. Il pose une question, il n'a pas de réponse et il devient professeur. Donc il continue à enseigner ce qui est faux. Depuis 1928. Hein? Depuis 1928. Et je vous dis, allez lire Faire et Caisse, macroéconomie. Allez sur le site, vous lisez ce document. Moi j'ai lu le manuscrit de Cobb Douglas, de Charles Cobb et Paul Douglas. Parce que c'est 2 personnes, c'est pas une personne. Beaucoup pensent que Cobb Douglas est une personne. C'est 2, un mathématicien et un économètre, qui ont travaillé ensemble. Cobb Douglas. La fonction Cobb Douglas. Il a pris la part du capital dans le revenu américain et la part de la main-d'œuvre dans le revenu américain. Il a étudié le ratio et il y a une constante. Il s'est posé la question, mais quelle est cette forme de répartition qui fait que ce ratio est constant en tout temps? Il est économiste, il n'est pas un économètre, il allait voir l'économètre. Il a fourré les données dans l'ordinateur et il lui a dit qu'il a sorti la fonction Cobb Douglas. Et dans quelle entreprise vous allez avoir une productivité marginale qui est inférieure à 1? Vous investissez, vous trouvez une productivité inférieure à 1 et vous allez réussir où? C'est le coefficient de la répartition qui est dans la Cobb Douglas. Ce n'est pas la productivité du capital ni de la main-d'œuvre. Tout ça pour dire que les Africains sont prêts pour mettre en phase leur monnaie? Sur quelle base? Voilà, et c'est pour ça qu'avant cette phase-là, il faut que les chercheurs se réunissent pour se critiquer sur l'enseignement que nous faisons là. Parce que c'est du bidon, ce que nous sommes en train de faire. Vous prenez le modèle de fluctuation et de croissance économique. K et L, toujours c'est Cobb Douglas qui revient. On a mis l'exponentiel des capital qui croît, le progrès technique. Mais ce n'est pas ça, c'est Cobb Douglas toujours. La vraie fonction de production, c'est ce que Gaddafi a dit là. Et le vrai modèle d'analyse de la croissance économique, c'est la théorie quantitative de la monnaie, telle que les Égyptiens l'ont formulée. J'y reviens, avant Jésus-Christ. J'y reviens, nous sommes pratiquement déjà sortis à la fin de l'émission. Vous ne savez pas, le temps passe très vite. Nous débordons largement les 45 minutes x 2. Non, il ne faut pas. Nous avons ce qu'on appelle le timing réservé à cette émission. Donc, Ibrahim Moussa Youssouf, il va falloir que nous allons reprogrammer un chef téléspectateur. C'est tellement vous avez posé quelque chose, intense. Moubarak a posé, comment on peut sortir de ça en termes de développement dans le domaine de l'éducation, dans le domaine... Ça, Moubarak, au niveau de l'économie, il y a 2 types d'économie. Il y a ce qu'on appelle l'économie monétaire et il y a ce qu'on appelle l'économie, la politique économique, et puis il y a ce qu'on appelle la politique monétaire. La politique monétaire, ce sont les banques. La banque centrale, comment elle arrive à contrôler l'excès des monnaies en circulation. Ça, on parle maintenant de la politique monétaire. Mais c'est là où il y a l'erreur. C'est là où il y a l'erreur. Au niveau de la politique monétaire, c'est là où il y a l'erreur. Je suis en train de revenir là vers là. Au niveau de la politique monétaire, c'est que Ibrahim vous dit on n'applique pas la politique monétaire. Je suis en train de revenir vers là. Pourquoi on n'applique pas la politique? Il te dit qu'il n'y a pas la politique monétaire, on n'applique pas la politique monétaire. C'est ça. Ce que vous avez posé, c'est ce qu'on appelle la politique économique. Dans le domaine de l'emploi, ça fait partie de la politique économique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Mais la politique monétaire, pourquoi il vous dit qu'il n'y a pas la politique monétaire? Je vous explique. Par exemple, vous partez vers les banquiers.
vous voulez un crédit au niveau de la banque. La première des choses, si vous êtes une entreprise, une personne morale, la banque, il faut vous demander de faire quoi? Il faut amener un business plan, un plan d'affaires qui va me permettre de voir ce que vous êtes en train d'investir là, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon. Les messieurs donc qui vous demandent les plans d'affaires là, qui fait les plans d'affaires? C'est nous. Nous, au niveau des cabinets, c'est nous qu'on fait les plans d'affaires, les business plans. Donc maintenant, même sur mon livre, quand il prend la deuxième partie, j'ai pris un cas pratique des business plans que j'ai évoqué là-dessus. Maintenant, sur les business plans là, mais le banquier, il va prendre les business plans. Il a un certain nombre d'outils qui lui permettent de connaître la situation de l'entreprise. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Ça veut dire quoi? Il a des indicateurs. Tout à l'heure, et à l'autre, le professeur Brahim, il a déjà énuméré ces indicateurs-là. On parle maintenant, par exemple, les simples. Il y a plusieurs méthodes qui lui permettent de déterminer si l'entreprise a des choses ou pas. Il faut vraiment aller vite parce que là, nous courons contre le temps. Ce qu'on appelle le solde intermédiaire de gestion. La marge brise sur marchandise, marge brise monétaire, ça lui permet seulement de calculer pour voir la solvabilité. Est-ce que l'entreprise est solvable ou solvable? Si les plans bilan, quand il fait, il doit trouver elle est solvable ou pas. Mais sauf que les banquiers n'arrivent pas à orienter. Si ton entreprise ne va pas bien, comment il faut faire? C'est de là dont le professeur parlait maintenant de la politique. On n'applique pas la politique monétaire. Quand il y a une politique monétaire, on peut créer 10 000 emplois. Voilà, c'est ça. C'est la politique monétaire qui définit tout. Qui définit la politique économique. Le secteur tel qu'il est en train de... C'est la politique sectorielle. Mais elle est déterminée par la politique monétaire. Les crédits, la monnaie est une somme de facteurs de production. Monnaie machine, monnaie matière première, monnaie emploi. Donc c'est dans la monnaie est une somme de facteurs de production. Donc c'est pour revenir vers là. Quand il n'y a pas la politique monétaire, vous ne pouvez rien faire. Professeur, pour revenir vers là, pour dire que c'est les banquiers qui vont te donner les crédits là. Pour lui, tu as les bilans, à partir des bilans, il va calculer le solde intermédiaire de gestion. Il lui permet maintenant. Ibrahim Moussa Youssouf, je suis dans l'obligation, n'est-ce pas? On me comprend d'arrêter le débat là. On le sait, hein, quand c'est vraiment passionnant, on ne voit pas le temps passer. Je remercie. Non, avant, Ahmad Roulari devrait conclure. 2 mots pour conclure rapidement. 2 mots, tout ce que le professeur et mon grand frère Ibrahim disaient, tous les deux, il faut revenir sur la politique économique d'abord. Tant qu'on n'a pas une politique économique forte, arrimée avec la politique monétaire et autres, tout est voué à l'échec. Je voulais dire, mais... invités illustres de cet après-midi que 22 chefs d'État africains sont morts parce qu'ils ont tenté justement de vouloir appliquer cette politique monétaire-là. Thomas Sankara, son plan hein, que le pays bleu, blanc, rouge a zigouillé. Voilà, ils ont zigouillé nos présidents parce que ceux-là luttaient véritablement. Vous savez, nous parlons, nous sourions un tout petit peu, mais c'est très sérieux. Hein. L'indépendance véritable commence par là pour que le socle de l'industrie, comme les Dangote, puisse se développer. C'est quand on a la maîtrise de sa monnaie. Sinon, je vous assure que nous sommes en train de prêcher carrément dans le vent et nos hommes d'affaires seront obligés à un certain moment de s'arrêter net. C'est le cas notamment d'un grand économiste en Afrique centrale. Il a des banques de la place, connues un peu partout, mais il s'en rend compte qu'avec le franc CFA, à un certain niveau, ça bloque et ça bute. C'est fait à dessein pour que vous puissiez rester, comme le disait Edmund Kohl, l'ancien chancelier allemand. Les Africains surtout ne devraient pas se développer. Ils doivent rester à ce niveau-là pour nous permettre à nous, n'est-ce pas, de nous envoler. Et ma foi, cette guerre économique-là, ça se ressent du côté de la RCA. Ce n'est pas pour rien que la Russie est revenue en force. Il faut les féliciter. Et nous aurions d'autres plateaux. Vous pouvez compter sur nous pour en parler. Merci de vos multiples remarques sur nos réseaux sociaux. Et cela nous encourage à pouvoir continuer de la sorte. Ainsi prend fin le débat avec le professeur Ibrahim Aïgonga Boybanda Moltoban, mathématicien, économiste, anthropologue. Merci de nous honorer de cette présence, professeur. Merci Ibrahim Moussa Youssouf, directeur général du cabinet Senghor Consulting et enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena. Il a plusieurs d'autres casquettes. Merci au féru des réseaux sociaux. Il sait toujours peaufiner et planifier le débat dans un segment qui nous permet de voir plus clair et de comprendre l'impact négatif de ce franc CFA qui nous empêche.
et essaye de nous ténailler. Merci donc à Amat Haroun Larry, consultant permanent sur ce plateau. Merci Amat. Merci. Merci également à son d'assistant, n'est-ce pas, il s'appelle Younous. Merci à ceux qui sont venus suivre l'émission en direct. Ce fut un réel plaisir. Je suis votre humble serviteur. Samedi, nous allons décortiquer en direct le débat présidentiel. Et ce soir, vivement, soyons à l'écoute pour voir l'axe, n'est-ce pas, que le maréchal Idriss Déby Itno mettra en phase pour 2021, le Tchad. Un beau et grand pays. Tchad 24 vous salue respectueusement. Salam alaikum. لكم جروب عشان تطرد مننا الكسل والجهل والتاشا، وده بخدمات حق الاثنين التلفزيون والانترنت اللي بيسموه دبل بلاي. تلقوا اكثر من 300 قناه مختاره في الديكودير هنا النت، منها القنوات الرياضيه. تلقوا تشوفوا فوقها الدوريات الكبار هنا كره القدم مثل الدوري الاسباني والانجليزي والايطالي والالماني والفرنسي، وكل الدوريات هنا اوروبا وامريكا اسيا افريقيا وكاس العالم وكؤوس القارات وكل انواع هنا الرياضه. وكمان تلقوا كل الافلام العالميه والتشاديه باللغات العربيه والفرنسيه وغيرها. وعندكم قنوات هنا DTNR TV، تشاد 24، جميلة 24 FM، تشلو تون، تشلو دراما، تشلو افريكا، تشلو ريليجون، تشلو سينما، تشلو 17 مي، تشلو ميوزيك، وتشلو داري، وكثير من القنوات